Je vous rappelle l'idée. Les actions mécaniques, c'est quand un objet a une influence sur l'autre. Le mot influence, c'est très large et ne veut pas dire grand-chose, mais sur le fond, pour décrire l'ensemble des forces qui existent, j'ai pas mieux que le terme influence. Parce que vous avez des actions qui se transmettent quand les objets se touchent, mais vous avez des actions qui se transmettent aussi à distance. Vous avez des actions qui ont lieu sur un point particulier d'un objet, et vous avez des actions qui ont lieu sur toute une partie de l'objet. Il y a tellement d'actions mécaniques différentes que trouver un mot qui permet de les caractériser tous, enfin moi en tout cas j'y suis pas arrivé. Et dans les dictionnaires, ils n'ont pas l'air d'avoir trouvé mieux non plus, sur ce que j'ai regardé. Donc, cette influence. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que l'effet d'une action mécanique est assez limité en termes de possibilités. Finalement, j'ai que globalement deux effets. Soit mon objet, je le déforme, soit mon objet, je change son mouvement. C'est-à-dire qu'il était immobile, je le mets en mouvement, il était en mouvement, je l'arrête, et puis on s'était arrêté là-dessus. La dernière partie possible, c'est j'ai un objet qui bouge dans une certaine direction, et puis subitement, il change de direction. Et je ne peux pas avoir un objet qui change de direction si je n'ai pas quelque chose qui l'a fait changer de direction. Oui. Donc, ce que je peux globaliser en termes de changement de nature de mouvement. Et vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu toutes les situations que vous voulez, on arrivera simplement à ces deux choses-là. Soit on touche au mouvement de l'objet, soit on touche à la forme de l'objet. Et en fait, vous avez souvent les deux. Ce qu'on ne sait pas forcément beaucoup, alors je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais par exemple, vous prenez une voiture, elle démarre, elle gagne 10 cm de long. Ou alors, elle perd 10 cm, ça dépend comment est votre voiture. Mais si vous avez une voiture dont le moteur est relié aux roues avant, bah, quand vous mettez en marche le moteur, c'est le moteur que vous mettez en marche. Donc il fait tourner les roues avant. Mais il ne fait pas tourner les roues arrière, le moteur. Donc quand vous démarrez la voiture, enfin quand vous, c'est pas vous qui démarrez, mais quand la voiture démarre, bah, d'abord c'est les roues là, avant qui démarrent, et puis au bout d'un certain temps, pas très grand, mais au bout d'un certain temps, c'est les roues arrière qui démarrent. Et entre le moment où les roues avant avancent et les roues arrière se mettent à bouger, il y a 10 cm. Oui. Alors ça peut être 10 cm, ça peut être 15, ça va dépendre des voitures, ça va dépendre des matériaux, ça va dépendre aussi de l'accélération que vous mettez. Enfin bref, il y a plein de choses, mais ça se déforme. Et donc, systématiquement, en fait, même si nous, on ne va pas tellement en tenir compte parce que c'est des choses qui sont difficiles à mettre en équation, systématiquement, lorsque vous avez une mise en mouvement ou un arrêt du mouvement, il y a toujours une déformation de l'objet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces parties-là? Non? C'est bon? Alors, on met ça en place. Donc, une action mécanique. Une action mécanique exercée par un objet. Une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Une action mécanique exercée par un objet sur un autre a pour conséquence une action mécanique exercée par un objet sur un autre a pour conséquence soit, premièrement, de déformer l'objet. A pour conséquence, premièrement, soit de déformer alors l'autre objet. Deuxièmement, de le mettre en mouvement s'il était immobile. De le mettre en mouvement, donc deuxièmement, de le mettre en mouvement s'il était immobile. Troisièmement, d'arrêter son mouvement s'il bougeait. D'arrêter son mouvement s'il bougeait. D'arrêter son mouvement s'il bougeait. Et enfin, quatrièmement, de changer la nature de ce mouvement. De changer la nature de ce mouvement.
Alors, dans ce que j'appelle changer la nature du mouvement, c'est changer la direction, changer le sens. Mais ça peut être aussi, par exemple, changer la vitesse. Si j'accélère, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a fait accélérer. Si je ralentis, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a fait ralentir. D'accord sur l'idée? Alors, ça, ce sont les effets de la force. Maintenant, je veux voir comment j'obtiens cet effet. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je sache dans mon action mécanique pour pouvoir prévoir l'effet de la force? Le petit test de force là, je ne l'avais pas fait avec vous. Non? D'accord. Alors, j'ai besoin de 2 volontaires et j'aimerais que ces volontaires soient... Alors, oui, monsieur Wade, d'accord. Et puis, tiens, bah, mademoiselle Curté, d'accord. Allez, venez voir, vous allez faire un test de force tous les deux. Voilà. Donc, vous, mademoiselle Curté, vous allez sortir et votre objectif, ce sera de pousser la porte pour rentrer. L'objectif, monsieur Wade, ce sera de vous empêcher de rentrer en poussant sur la porte. Donc, ce que vous faites simplement, c'est au moment où je vous dis de rentrer, vous poussez la porte et vous rentrez. Ça marchera pas, on va voir. Donc voilà. Autre chose, je pousse la porte simplement. Donc vous n'avez pas à jouer sur la commande. Il y a juste à pousser. Voilà. Alors, monsieur Wade. Non. C'est pas comme ça que ça va marcher. Vous allez empêcher mademoiselle Curté de rentrer en mettant votre main ici. Non, là. Attention à ne pas vous faire pencher la main. Mademoiselle Curté, vous rentrez. Non, juste la main là. Ça marche pas? Ah, on est tout à fait d'accord. Alors, mademoiselle Curté, pour vous aider, j'ai demandé à votre camarade de vous empêcher de rentrer, mais en mettant la main ici. Alors, effectivement, ça va pas marcher. Ah. Alors, c'est pas fini, il y a encore une autre expérience. Qu'est-ce que je mets en évidence comme facteur d'action mécanique qui va jouer sur son effet? Pourquoi, quelque part, monsieur Wade, vous ne pouvez pas lire? C'est pas possible. Oui. Voilà, il n'y a pas la bonne force au bon endroit. Autrement dit, l'élément de ma force qui m'intéresse dans cette expérience, c'est voilà, le point où j'exerce ma force, l'endroit où j'exerce. Et on remarque que l'endroit où j'exerce ma force est très important dans l'effet de cette force. J'espère que je ne vais pas vous laisser, mademoiselle Curté, mais je pense qu'en force pure, c'est-à-dire en valeur numérique, finalement, il y a des chances que M. Wade soit plus fort que vous. Voilà. Bon, alors. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez beau avoir la force avec la valeur numérique la plus importante que vous, quel est le mauvais endroit? Ça ne sert à rien. Donc, l'endroit où vous exercez la force est vraiment très important. Deuxième expérience. Alors, pardon. Monsieur Wade, spontanément, vous allez vous mettre où? Où est-ce que vous allez choisir pour que l'endroit soit un maximum? Voilà. C'est ici. Après, derrière, malheureusement, ça fait partie, on ne peut pas tout faire non plus dans notre programme. On verra que quand vous avez quelque chose qui est en rotation, plus vous exercez loin de l'axe de rotation, plus la force est efficace. Allez, deuxième expérience. Toujours pareil, même je suis vous rentrez. Alors, donc, monsieur Wade, vous allez mettre la main au bon endroit, mais par contre, le bras parallèle à la porte. Et donc, comme moi, le dos tourné ici. Et M. Wade, je vous demande de ne pas faire comme un de... Bon, alors, camarade, non, vous ne connaissez pas. Mais un élève il y a 2 ans, qui était un peu vexé par ce qui se passait, mettez le talon contre la porte, vous voyez, pour être sûr qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc, vous faites ça au mieux. Mademoiselle Curté, à vous. Voilà. Merci. Donc, j'ai demandé à votre camarade de mettre la main au bon endroit. Et par contre, j'ai demandé à ce que le bras soit parallèle à la. Qu'est-ce que je mets en évidence comme facteur de force là? Alors, ouais. Voilà, c'est la direction. Parce qu'en fait, quand vous mettez le bras parallèle à la porte, il se trouve que, alors ça après c'est la biomécanique des muscles, quand vous exercez une force avec votre bras, la 80 à 90% de la puissance que vous avez de la force, elle va dans la direction du bras. Donc, j'étais au bon endroit, mais je n'étais pas à la bonne direction. Et puis spontanément, à la bonne direction, vous l'avez faite, monsieur Wade, vous êtes comment? Non, mais si vous mettiez spontanément, si je vous laissais faire, pour vraiment empêcher mademoiselle de rentrer, voilà, le bras perpendiculaire à la porte. Là aussi, hein, c'est une question, il y a des équations pour ça qu'on ne verra pas cette année, mais c'est clair que c'est comme ça que ça marche mieux. D'ailleurs, vous avez l'expérience pour ça. Donc là, ici, vous voyez, la
direction de la force, c'est tout aussi important. J'ai la force dans la mauvaise direction, ça ne marche pas. Merci. Alors, je ne vais pas faire affaire à vos camarades l'autre expérience qui consisterait à demander à Mlle Pureté de rentrer et demander à M. Wade de mettre le bras et la main en bon endroit et de tirer au lieu de fermer. La troisième expérience, ça consisterait à dire vous mettez bien comme il faut, vous tenez bien la poignée, le bras bien dans la bonne direction et vous tirez. Et c'est une chance que vous empêchiez Mlle Pureté de rentrer en tirant. Et là, c'est quel effet de la force? Quelle caractéristique de la force? Et ouais, c'est le sens. Si je pousse ou je tire, je n'ai pas le même effet. Donc, et puis bien sûr, ce qui rentre en ligne de compte aussi, bah, c'est la valeur numérique. C'est la valeur numérique de la force que vous allez mettre. Autrement dit, si je résume, ce qui va avoir un effet sur l'application de la force, c'est l'endroit où j'exerce la force, la direction de la force, le sens de la force, et puis bien évidemment sa valeur numérique. Direction, sens, valeur numérique, en bas c'est quoi tout ça? Éventuellement même un endroit, un point d'application, mais surtout direction, sens et valeur numérique, c'est un... Ouais, j'ai entendu? Vecteur. Voilà, c'est un vecteur. C'est pour ça que j'ai parlé de, jusqu'à présent, d'action mécanique, c'était pour vous dire ce qui se passait concrètement. Et ensuite, derrière, en physique, on va représenter une action mécanique par un vecteur force. Et la force, c'est un vecteur, c'est-à-dire que c'est ce qu'en physique on appelle un modèle. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça correspond à une représentation de la réalité qui va me servir pour faire après derrière des calculs de précision et ce genre de choses. Alors après derrière, pour beaucoup d'entre vous, mais comme vos camarades des années passées, dès que je commence à parler de vecteurs, wow, ça va être compliqué. Bah, oui, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous allez voir que finalement, en vecteur, on ne va pas utiliser grand-chose. Et d'un autre côté, si on réfléchit bien, un vecteur, concrètement, c'est quoi? Alors, temps de direction, etc., mais basiquement, c'est, ouais, même un peu plus facile. J'ai un segment, et puis qu'est-ce que je mets aussi dans mon dessin? Ouais, c'est, ouais, en fait, un vecteur, c'est une flèche. C'est tout. Donc, si vous faites une flèche, il faut bien faire un trait avec une certaine longueur. Ça, c'est la valeur de votre vecteur. Et puis, il faut bien faire une flèche avec une direction. C'est tout. Okay. Donc, allez pas trop vous embêter avec les vecteurs. Hein. C'est juste une flèche que vous représentez et qui va servir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Allez. Ah, j'ai oublié de filmer. Bon, c'est pas grave. Bon, je mettrai un petit papier dessus. Allons-y. Deuxième propriété, en fait. L'effet d'une action mécanique. L'effet d'une action mécanique. Dépend de 4 caractéristiques. L'effet d'une action mécanique dépend de 4 caractéristiques. Premièrement, l'endroit où on l'exerce. Premièrement, l'endroit où on l'exerce, qu'on appelle point d'application. L'endroit où on l'exerce, qu'on appelle point d'application. Deuxièmement, sa direction. Deuxièmement, sa direction. Troisièmement, son sens. Donc, deuxièmement, sa direction. Troisièmement, son sens. Quatrièmement, sa valeur numérique. Sa valeur numérique. Direction, sens.
sa valeur numérique qu'on appelle intensité. Sa valeur numérique qu'on appelle intensité. Oui. Ça, c'est le quatrièmement. Donc, premièrement, point d'application. Deuxièmement, direction. Troisièmement, sens. Quatrièmement, valeur numérique qu'on appelle intensité. Ces quatre éléments seront mathématiquement représentés. Ces quatre éléments seront mathématiquement représentés par un vecteur. Ces quatre éléments seront mathématiquement représentés par un vecteur. L'interaction mécanique entre deux objets sera donc appelée vecteur force. Et puis le mot vecteur, il s'oublie, c'est pour ça qu'au collège, on a dû parler simplement de force. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est important, c'est que ce n'est pas la réalité, c'est juste un modèle. Parce que, par exemple, rien que le premier point d'application, M. Wade tout à l'heure, vous l'avez bien vu, hein, quand il a agi sur la porte, il a mis sa main. Donc la main, c'est pas un point, c'est toute une surface. Mais moi, je vais représenter la force qu'en un seul point. Donc à chaque fois, on va faire des simplifications de manière à pouvoir représenter l'action mécanique le mieux possible pour pouvoir faire des calculs. Mais ça reste des simplifications. Voilà. Des questions sur cette partie-là? Après, bien évidemment, et ça, quelque part, ça va être de ma faute, mais je ne peux pas vraiment faire autrement. Je ne vais m'intéresser qu'à la quatrième caractéristique, c'est-à-dire la valeur numérique, parce que de toute manière, c'est des calculs que je vais vous faire faire. C'est des formules. Donc c'est vrai que la direction, le sens et puis le point d'application, bon, ce sera utile, mais on ne les verra qu'un tout petit peu. Il y aura beaucoup plus de questions d'application de formules. Mais il ne faut pas oublier que la formule vous donne uniquement la valeur de la force, et que la valeur de la force, c'est simplement un quart des effets. Le point d'application, la direction et le sens sont tout aussi importants. Jusqu'à là, pas de questions? Alors, je reviens sur la valeur numérique. La valeur numérique, est-ce que vous vous souvenez des unités qu'on utilise pour les forces? Oui? Le Newton. Ah. Vous avez fait le chapitre sur les vecteurs? Ou vous en avez fait simplement, vous avez commencé simplement? Vous l'avez fait complètement? Est-ce que vous vous souvenez de comment on appelle la longueur du vecteur? Quel est l'autre nom? Ouais, mais au niveau, entre guillemets, calcul, même si vous n'avez certainement pas fait des vrais calculs, il y a un autre nom. Si par exemple, j'ai le vecteur, souvent on utilise le vecteur U, le vecteur AB. La longueur du vecteur AB, est-ce que ça vous connaissez comme notation? Ah, bon. Vous ne l'avez pas encore vu. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler sa norme, c'est la longueur. Si vous ne l'avez pas encore vu, on va attendre un petit peu. Donc allons-y dans la propriété suivante. L'intensité de la force. L'intensité de la force représente sa valeur numérique. L'intensité de la force représente sa valeur numérique. Elle est toujours positive. Elle est toujours positive.
elle se mesure en newton. Je vous l'ai mis au tableau. Elle se mesure en newton. Symbole L majuscule. Parce qu'il y a eu un monsieur Newton. J'insiste sur la propriété que je vous ai mise au milieu. Faites bien attention, une valeur de force, ce sera toujours positif. Et j'insiste bien là-dessus, pourquoi? Parce que certains de vos camarades des années précédentes, des fois, ils mettaient des signes négatifs. Vous allez voir pourquoi d'ailleurs. On met parfois, on se trompe et on met des valeurs négatives. Mais voilà, ayez toujours en tête, c'est positif. Si vous trouvez un chiffre négatif, c'est clair, vous êtes trompé. C'est pas possible d'avoir une valeur négative. C'est un petit peu comme si vous montiez sur votre balance et que la balance, elle dit, tiens, vous faites moins 65 kilos. Pas possible. Vous voyez? Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, la balance, elle mesure le poids. Elle ne mesure pas la masse. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà pour les propriétés générales de l'action mécanique traduite par un vecteur force. Si vous n'avez pas de questions particulières, on va voir en fait 3 forces un peu plus en détail. La première, vous la connaissez parce que normalement vous l'avez vu pas mal au collège, c'est le poids. C'est ce que certains appellent la gravité. La deuxième, ce sera ce genre de choses. C'est-à-dire, je pose un objet sur un support. Et donc, je veux savoir quelle est l'action du support sur l'objet. Alors là, je vous mets un truc un peu comme ça, mais finalement, quelque part, je suis en train de vous demander quelle est votre action sur la chaise. Quelle est l'action de la chaise sur vous. Ça revient à ça. Mais voilà, ce sera notre deuxième partie. Et la troisième partie, c'est celle que je vous ai annoncée comme étant la partie un peu plus compliquée que les autres. Ce sera l'interaction gravitationnelle. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent entre Soleil, entre planètes, entre nous et les planètes, entre nous et le Soleil, enfin bref, ce genre de choses. Et donc, tout ça, je le mets dans un grand 2, que j'appelle tout simplement exemple de force. Avec un premièrement, donc, le poids. Et donc, dans chacune des forces qu'on va voir, à chaque fois, je vous mettrai les 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens, et puis la valeur numérique, l'intensité. Qu'est-ce que c'est que le poids d'un objet? Ou votre poids, en fait? Le mien aussi. Alors, effectivement, j'ai la formule P égale mg, mais ça, c'est la manière dont je vais le calculer. Qu'est-ce que c'est? En fait, le poids d'un objet ou notre poids, c'est l'action exercée par la Terre sur cet objet. C'est ça l'idée. Donc, allons-y. Définition. Le poids d'un objet, correspond à l'action. Le poids d'un objet correspond à l'action exercée par la Terre, correspond à l'action exercée par la Terre sur cet objet. Correspond à l'action exercée par la Terre sur cet objet. Il est dirigé verticalement vers le bas. Il est dirigé verticalement vers le bas. Il s'exerce sur tout l'objet. Il est dirigé verticalement vers le bas. Il s'exerce sur tout l'objet. On le représente. Il s'exerce sur tout l'objet. On le représente à partir du centre de l'objet.
il s'exerce sur tout l'objet, on le représente à partir du centre de cet objet. On le représente à partir du centre de cet objet. Son intensité est donnée par la relation. Son intensité est donnée par la relation. Et ça, en général, c'est la deuxième formule que vous connaissez. Pas forcément complètement. Son intensité est donnée par la relation P égale mg. Ça y est, tout le monde y est. Alors, plusieurs remarques. Quand je parle de la force poids, je parle du vecteur force. Et donc, quand je représente la force poids, je l'écris comme ceci. Voilà. Ça, c'est le poids de l'objet. Pourquoi il fait bip comme ça à chaque fois? Ça, c'est le poids de l'objet. Parce que c'est un vecteur force. Et vous avez appris ça en maths. Quand on a un vecteur, on met une flèche dessus. Donc ça, c'est la représentation normale du poids. J'ai pas de flèche ici. J'ai pas de flèche, pourquoi? Parce que ça, c'est pas le vecteur poids, c'est la valeur du poids. Donc, ça ne représente pas un vecteur, ça représente simplement la caractéristique qui est la valeur, celle qu'on mesure. Donc du coup, là, il n'y a pas de vecteur, donc je ne mets pas de flèche. Attention à bien faire la différence entre les deux. Vous verrez en mathématiques, quand vous retravaillerez une deuxième fois sur les vecteurs, que ça, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur. C'est le mot que je cherchais à vous faire dire tout à l'heure. Mais bon, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Donc ça, c'est la formule. Dans cette formule, je vais faire comme d'habitude. Déjà, on va regarder chacun des points, enfin chacune des lettres, les unités, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme application? Donc ça, c'est pas un problème, c'est la valeur du poids, que j'appelle poids tout simplement. Comme toutes les forces, c'est des newtons. Ça, je pense que vous devinez facilement. M, oui? J'ai entendu? Je sais pas. Oui? La masse. Par contre, attention, kilogramme obligatoirement. Donc, masse de l'objet, forcément en kilogrammes. Donc ça, il faudra bien faire attention dans les applications. Mais bon, en dehors de rares questions, la plupart du temps, je vous le donnerai directement dans les bonnes unités. Je ne me trompe pas, vous l'aviez vu cette formule. Petit g, qu'est-ce que c'est? Oui? Alors, oui et non. Donc, vous avez raison, ça va représenter la gravité. Mais ce n'est pas le mot qu'on emploie. La force gravitationnelle, c'est celle qu'on va voir dans le paragraphe 3. Donc, ça va être un peu lié à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Donc, quand je vous disais que ce n'était pas la gravité, ce n'était pas simplement un jeu de mots. Hein. C'est l'accélération de la pesanteur. Le mot gravité, il n'est pas dedans. Bon, c'est vrai que petit g, c'est l'initiale de gravité, mais c'est un hasard. C'est l'accélération de la pesanteur. Et par contre, avantage dans les exercices, ce sera toujours la même valeur. Moi, j'ai pris la valeur simplifiée. G, c'est 10. Et c'est des mètres secondes moins 2. La valeur un peu plus précise, c'est 9,8. 9,82 si on est au niveau de la mer. Et puis après, ça change en fonction de l'endroit où vous êtes. Mais, dans tous mes exercices, ce sera 10. Oui? C'est des mètres par seconde carré.
C'est pas des mètres par seconde parce que des mètres par seconde, c'est une vitesse. Là, je suis sur une accélération. Voilà, slash S carré. C'est-à-dire, voilà, ça, vous pouvez m'écrire ça aussi si vous préférez. Voilà. Alors, pourquoi ce terme d'accélération de la pesanteur? Ben à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Je prends mon stylo, je le lâche. Bon, si je le lâche, il tombe, donc je le tiens quand même un peu, mais je le lâche. La seule force qui va s'exercer sur lui, c'est l'action de la Terre, puisque je ne le tiens plus. Et l'action de la Terre, on va revenir dessus, elle est verticale vers le bas. Donc, comme j'ai une force qui s'exerce vers le bas, ben, mon objet, il va aller vers le bas. Bref, il tombe. Pardon? Oui, c'est ce qu'on va voir après. Mais ça, on le verra plutôt dans l'interaction gravitationnelle. Donc, mon stylo va tomber à cause de l'action de la Terre, donc à cause de son poids. Mais ce que vous savez, c'est que quand il tombe, il va de plus en plus vite. Quand vous le lâchez, ben, il a une vitesse égale à 0. Donc forcément, pour tomber, il accélère. Sinon, il a plus, s'il a la même vitesse tout le temps, vitesse égale à 0, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Donc il accélère, il va de plus en plus vite. Il accélère. L'accélération, je vous mets le mot accélération de la pesanteur, parce que ça correspond à l'accélération d'un objet qui est soumis à son poids. Poids, pesanteur, c'est deux synonymes. Et donc, mon objet, il va accélérer à 10 mètres par seconde carré. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, il a une vitesse de 10 mètres par seconde. Puis au bout de la deuxième seconde, il a une vitesse de 20 mètres par seconde. Puis au bout de la troisième seconde, il est à 30 mètres par seconde. Ça accélère très très vite quand ça tombe. Alors pourquoi nous on n'a pas forcément cette notion? Bah, vous vous rappelez que quand je vous dis que quand je le lâche, il est soumis qu'à son poids, c'est pas vrai. J'ai oublié un truc. Qu'est-ce qui s'exerce aussi sur mon stylo quand je le lâche? Ouais, mais la friction de quoi? Voilà, la friction de l'air. Alors, sur mon stylo, la friction de l'air, ça ne fait pas grand-chose. Donc on voit bien que ça tombe très vite. Par contre, sur la feuille, la friction de l'air, c'est pas pareil. Parce que la feuille, elle est plate, elle a une très grande surface. Donc l'air s'exerce dessus de manière très importante. Et donc, alors, si je vais essayer. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas la même masse. Je vais essayer, mais en général, j'y arrive pas. Ah bah si, j'y suis arrivé. Hein, ce qui est, alors, ça n'a pas la même masse. Et quelque part, vous avez raison, premier réflexe. Deuxième réflexe, voir si effectivement ça a une influence. Hein. Et ah si, je peux vous le montrer. Hop. Normalement, je dois l'avoir. Je ne suis pas sûr, on va quand même vérifier. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Et si je l'ai. Bon. Ah, il faut que je revienne devant, sinon ça ne marche pas. Je vais vous montrer. L'idée, c'est quoi? Eh bien, comme votre camarade dit, j'ai quelque chose qui a une plus grande masse, donc qui va tomber plus vite. Et c'est effectivement ce qu'on voit là. Donc l'idée pour vérifier si c'est bon, c'est de faire en sorte que j'ai que le poids. Voilà. Bon, je vais effacer parce qu'autrement je pense que vous allez... Ah, je pensais que ça se verrait un peu mieux. On a fait une expérience en mettant en évidence que le poids. Et c'est compliqué de mettre en évidence que le poids parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mon objet pour plus qu'il y ait de friction de l'air? Bah ouais, il faut retirer l'air. Et retirer l'air, c'est pas simple. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est une expérience qui a été faite aux États-Unis parce que c'est le seul pays, en tout cas que je connaisse, qui est ce genre de chambre. C'est-à-dire quelque chose qui a un volume très important et dans lequel on peut faire un vide d'air quasiment parfait. Alors, pas parfait. Hein. On retire que 99% de l'air. Mais on retire quand même 99% d'air pour quelque chose qui fait plus d'une centaine de mètres cubes.
Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, je pense que vous le voyez ici, hein, avec le petit encastrement de la porte, une porte qui est déjà très très forte, parce que les forces dues à l'air, même si nous on n'a pas l'impression que c'est important parce qu'on vit dedans, les forces dues à l'air sont des forces qui sont très très fortes. Tous ceux d'entre vous qui ont eu du mal à ouvrir, vous savez, les boîtes de conserve, enfin les pots de confiture qui sont sous vide. Et des fois, pour ouvrir, c'est pas toujours facile. Donc les forces qui sont dues à l'air sont très très importantes, et donc faire un vide d'air, ça nous met en évidence des forces qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de newtons. On ne s'en rend pas compte, mais la force qui est due à l'air, qui est simplement des petites molécules de O2 qui viennent nous taper comme ça. Ces petites molécules de O2, c'est exactement le même effet que si je vous demandais de vous allonger et que je mettais un camion de 10 tonnes sur vous. C'est exactement la même force, 100 000 newtons, c'est énorme. Oui. Alors, un newton, c'est quand je prends un kilogramme, pardon, j'ai une bêtise. Un newton, c'est quand je prends 100 grammes et que je le tiens. Donc, un newton, ce n'est pas des grammes. Un newton, c'est une force qui va s'exercer sur un objet de 100 grammes. Donc, ici, vous avez des murs très épais, et on va mettre là, finalement, une boule de billard et une plume. Et on va les faire tomber. Alors, j'espère que vous arrivez à voir. Bon, ça, on s'en moque. Qui va-t-il? Voilà. Tout le monde arrive à bien voir? Alors là, voilà, c'est la première expérience. J'ai pas fait le vide d'air. C'est clair, la boule de billard, elle arrive nettement avant les pulls. Ah. Et je sais que j'ai pas fait le vide d'air. Pourquoi? Parce que le bonhomme est encore là. Je peux vous assurer que quand on va faire le vide d'air, il va vite sortir. Parce que quand vous êtes dans l'espace, parce que le vide d'air, c'est un peu ça, quand vous êtes dans l'espace, une fois qu'on a beaucoup gonflé, paf, on explose. C'est assez spectaculaire. Donc voilà. Il ferme la porte. Là, vous voyez la taille de la porte. Il ferme la porte et ensuite il va faire le vide. Mine de rien, cette petite expérience, quelque part, juste pour faire joujou, c'est du 500 000 $. Parce que pour faire sortir l'air, c'est quelque chose qui met en place des moteurs qui sont assez impressionnants. Il faut faire refroidir un petit peu. Enfin bref, c'est un truc à 500 000 $. Alors j'avance un peu. Voilà. J'enlève l'air. Les deux tombent en même temps. Bon, la petite musique de nuit là. Enfin, vous voyez, rigoureusement en même temps. Alors, on peut toujours dire avec la vidéo qu'on a maintenant, monsieur, c'est truqué, etc. Ouais. Quel intérêt j'aurais à vous montrer un film truqué? C'est? Oui, monsieur Sen? Donc, vous voyez, là j'ai fait un arrêt sur image, mais comme c'est pas un gros plan, vous avez les plumes, et puis ici vous avez la boule. Et ça descend comme ça. Et là on est sur quelque chose de très surprenant. Quand on tombe, c'est totalement indépendant de la masse de l'objet. Alors après derrière, ça c'est quelque chose que je vous démontrerai, mais en terminale simplement. Mais c'est assez spectaculaire. Ben, attention par contre, j'enlève l'air. Si je remets l'air, ben, on a la boule de billard et puis on a la... Non, c'est pas du billard. Non, c'est pas pétanque, c'est le machin avec les quilles là. Bowling, merci. C'est une boule de bowling. Vous l'avez vu avec la première expérience, avec l'air, la question ne se pose même pas. Voilà. Alors, tout ça c'était pour expliquer ce petit g. Par rapport à ce dont on a déjà parlé plusieurs fois sur les contrôles, la valeur de petit g égale à 10, je vous la redonnerai dans l'énoncé. Vous n'avez pas à la savoir par cœur. Et, s'il vous plaît,
Je vous rappelle, un petit g égale à 10, c'est une approximation. Normalement, il faudrait mettre 9,8. Bon, 9,810, de toute manière, ça fait un écart de 2%, c'est pas énorme. Donc, je suis là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, du coup, je vais avoir que deux formules. Puisque petit g égale à 10, c'est toujours le même. Soit je vous donne la masse et je vous demande le poids, c'est l'application qui est là. Soit j'ai l'autre formule, en faisant le produit en croix à l'envers, m égale p sur g, je vous donne le poids et je vous demande de trouver la masse. À l'arrivée, ça ne fait pas des questions compliquées. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Non? Alors, application. Ça va être rapide. Calculer le poids. Calculer le poids d'un être humain. Calculer le poids d'un être humain de masse 60 kg. Ah pardon, j'ai oublié. Première question. Calculer le poids d'un être humain de masse 60 kg. Deuxièmement, calculer la masse d'un objet. Calculer la masse d'un objet dont le poids vaut 5 newtons. Calculer la masse d'un objet dont le poids vaut 5 newtons. Et enfin, troisièmement, calculer le poids d'un objet. Calculer le poids d'un objet de masse 150 grammes. Calculer le poids d'un objet de masse 150 grammes. Qu'est-ce que j'ai mis comme difficulté supplémentaire pour la question 3 par rapport à la première? Ouais, c'est ça. Il faut penser à convertir les unités des grammes en kilogrammes. Allez, faites-moi ça rapidement. Oui. Oui. Allez, je vais faire 20 calculatrices. Non. Bon, Michel et ma nouvelle version. Comment tout ça va? Bon, je vous ai pas réécrit la valeur de petit g parce que vous l'avez écrit juste avant. Hein. Là. Non. Ça, direct. Un kilogramme, c'est combien de grammes? Alors attention, après, 1 kg c'est 1000 grammes. Donc quand je passe du kilogramme au gramme, c'est par 1000. Donc quand je passe du gramme à kilogramme, donc quand je fais le
système inverse. Alors, voilà, ok, c'est ça. Bon, vous voyez, c'est des applications directes de la formule. En plus, si multiplié ou divisé par 10, c'est quand même pas une catastrophe. Hein. Voilà, calculer le poids de la masse de 150 grammes. Donc en fait, c'est la même question que là. Donc simplement, comme je fais égal G, donc c'est ça qui fait la petite différence. Voilà. Voilà. Bon. Donc, application directe des formules. Bon, chut. Vous ferez vos petites comparaisons d'efficacité plus tard. On applique la relation. Donc ici, je vous demande de calculer le poids. Donc ma formule, c'est poids égale M fois G. J'ai 60 kg. G, ça vaut 10. J'ai un poids de 600 newtons. Deuxième question, je fais l'inverse. C'est donc l'autre formule. J'applique la relation M égale P sur G. J'ai un poids de 5 newtons. De toute manière, G vaut tout le temps 10. Ça me fait une masse de 0,5 kg. Tout à l'heure, votre camarade me demandait, mais 1 newton, ça correspond à quoi en termes de masse? J'ai pris cette formule-là, j'ai remplacé P par 1 newton, et je lui ai dit, ça fait 100 grammes, parce que ça fait 0,1 kg. Ouais, c'est juste ça, hein, la réponse à la question. Est-ce qu'il reste des questions sur cette partie-là? Troisième question, je rajoute à la première question un changement d'unité. Même si je vous l'ai dit que la plupart du temps, je vous donnerai les masses en bonnes unités, mais pas forcément systématiquement. On a une masse de 150 grammes. Ça fait 150 sur 1000 kg. Bref, on a une masse de 0,15 kg. Pour ceux qui sont parfaitement à l'aise avec une conversion d'unité, ben vous mettez directement que 150 grammes, c'est 0,15 kg. Pour ceux qui hésitent un petit peu, ben n'hésitez pas à l'écrire pour ensuite faire le calcul avec votre machine. Et une fois qu'on a la masse, eh ben on revient à ma première question, Monsieur Wade. Pour? Eh bien, j'y arrive. Ah, vous voulez dire pour ça? Là, je n'ai pas de formule, c'est juste une conversion d'unité. Donc, j'applique ma formule.
P égale mg, c'est-à-dire 0,15 fois 10, ça fait 1,5 newton. Voilà, en termes d'application, enfin, juste sur le poids, je n'irai pas plus loin que ça. Mais c'est aussi parce que le poids, je vais l'intégrer avec les autres parties de cet exercice-là. Ah, l'ordi, je ne peux pas faire grand-chose. Et vous vous rappelez, je vous l'ai dit, hein, si j'allume l'ordi, c'est au niveau du film qu'on ne voit plus rien. Donc ça, je ne peux pas faire grand-chose. Oui? Pardon? Alors, est-ce qu'on peut faire la formule après quoi? J'aimerais que vous soyez suffisamment silencieux pour que je puisse entendre les questions quand même. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Bien, finalement, faire ça après. Oui, il n'y a pas de problème. Et j'irais même à la limite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai fait dans les autres exercices. Je mettais mg égale 0,15 et puis à côté, je mettais quart 150 grammes égale 0,15 kg. Ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ce que je veux, c'est que vous mettiez quelque part la conversion. C'est bon, vous arrivez à voir? Alors, ceci. Ouais, ça va être un peu juste. Vous arrivez à voir, monsieur Sen, ou pas? Oui? Ah. Donc, ça au moins, vous pouvez le marquer. C'est ce que je vais appeler la réaction du support. La réaction d'un support. C'est la deuxième force que vous avez au programme. Et quand je dis deuxième force, je suis un peu imprécis. Alors, dans mon titre, il y a deux choses importantes. Il y a premièrement le premier mot, réaction. Ça veut dire qu'un support, en lui-même, il n'y a pas d'action. Là, mon équerre, il n'y a rien dessus, elle n'exerce pas d'action particulière. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est le thème support. Qu'est-ce que c'est qu'un support? Comment je peux savoir si un objet est un support ou pas? Par exemple, si je tiens comme ça mon tampon effaceur, est-ce que ma main est le support du tampon effaceur? Non. Support, qu'est-ce que ça sous-entend? Voilà, il faut que l'objet soit dessus ou il faut que le support soit en dessous. Par définition, un support, c'est en dessous. C'est ce que je disais tout à l'heure, les chaises, c'est votre support à vous. Pour la plupart d'entre vous, la table est aussi un support, parce que vous avez les coudes sur la table. Donc, c'est quelque chose qui est en dessous et qui tient. Là où il va falloir faire attention, moi je fais un choix, je vais décomposer l'action de support en deux parties. Le support lui-même fait les deux en même temps, mais moi je vais décomposer les deux. La première action, c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait mon support par rapport au tampon effaceur? Déjà, dans un premier temps, comment je sais qu'il y a une action? Bon, allez, on continuera ça vendredi. Vendredi, on ne fait pas de TP, donc c'est pas la peine d'amener le blues.